Merci Sébastien, merci pour l'invitation. Donc maintenant, on va passer à la phase péropératoire. Alors on pourrait se dire que le cahier des charges, il est double. Il est d'un côté de faire une bonne greffe du ligament croisé antérieur. On en a parlé tout au long du congrès avec un positionnement anatomique, une bonne tension de la greffe. Puis le deuxième cahier des charges, finalement, de bien mettre une prothèse unicompartimentale avec un positionnement anatomique, un bon tracking des implants entre eux et puis une balance ligamentaire correctement réalisée. Mais en fait, l'objectif, il est plutôt triple parce qu'il va falloir mettre les deux ensemble et du coup, il va y avoir des problématiques nouvelles qui vont apparaître avec une position du tunnel et des implants tibiaux qui va être à prendre en compte pour éviter des collisions et puis pour éviter des phénomènes de maltracking entre les implants entre eux. Bien évidemment, Nicolas vous en a parlé, cela passera aussi par une pente tibiale optimale pour protéger votre greffe du croisé. Il va falloir, au niveau de la prothèse, bien équilibrer vos espaces ligamentaires et puis au niveau du croisé, protéger votre greffe tout au long de l'intervention et trouver la bonne tension au niveau de cette dernière. Alors, toutes les combinaisons sont un peu possibles, il n'y a pas vraiment de consensus, donc je vous donnerai seulement un petit peu mon point de vue personnel et ma pratique, mais il me semble qu'il y a quand même certaines règles à respecter et il existe quelques trucs et astuces qui est important de connaître. Alors, voici un peu tous les aspects techniques qu'on va dérouler. Alors déjà, premier aspect technique et première question qu'il faut se poser, quelle greffe utiliser ? Alors, vous pouvez utiliser bien évidemment la greffe que vous avez l'habitude d'utiliser. Quand on se lance dans ce genre de procédure, c'est pas la peine de partir à l'aventure sur des choses qu'on maîtrise pas. Alors, d'un point de vue personnel, j'ai tendance plutôt à utiliser les tendons ischio-jambiers plutôt qu'un tendon patellaire ou un tendon quadricipital parce que il peut avoir des risques quand même de fracture de la patella. On n'a pas envie de le faire. Et puis, on peut toujours avoir quand même des fragilités de cet appareil extenseur. Alors, moi, je pense qu'il y a tout un intérêt aux greffes pédiculées pour finalement gérer la tension correctement et pouvoir le faire à plusieurs étapes de la chirurgie. Je vous le montrerai dans une vidéo. Ensuite, la deuxième contrainte, ça va être le tibial tunnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cible, elle est très étroite et que vous voyez que l'espace entre le point de sortie de votre tunnel tibial et votre implant tibial est finalement vraiment proche, et ça va être un peu tout l'intérêt d'éviter le conflit entre ces deux. Et une des premières conséquences qu'on peut avoir, ça va être de se dire il faut que je médialise mon plateau tibial pour éviter ce conflit, mais il faut faire attention parce que si vous le médialisez trop, vous risquez d'avoir un maltracking avec votre implant fémoral. La deuxième conséquence qu'il peut avoir, c'est que si vous mettez votre tunnel tibial trop latéral, vous risquez d'avoir un LCA qui sera moins efficient parce que vous aurez un moins bon contrôle de votre rotation. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre les deux. Alors très concrètement, comment faire ? Je pense que quand même la meilleure solution dans ces procédures, que ça soit le LCA ou la PUC, le but c'est quand même de refaire de l'anatomie. Donc de suivre le footprint naturel du LCA sur le tibia. Et pour ça, finalement, la planification préopératoire a son importance. Et je pense que les nouvelles technologies nous aident pour ça. On en reparlera plus tard. Alors, pour ce qui est du positionnement du tunnel, j'aurais plutôt tendance à le faire proche de la tubérosité tibiale. Pourquoi ? Pour éviter les risques de collision, parce que vous serez moins tangent par rapport à votre implant, plus parallèle. Vous aurez plus de longueur osseuse, ce qui est pas mal pour avoir une bonne fixation. Et puis, du coup, vous n'aurez pas un tunnel qui sera directement sous votre implant. Donc, vous éviterez toutes les fragilités osseuses. Ensuite, se pose la question du tunnel fémoral. Alors là, globalement, vous pouvez faire ce que vous voulez parce qu'on est loin de la prothèse. On peut faire soit une inside-out, soit une outside-in. Alors pour l'inside-out, il faudra faire attention quand même d'avoir une bonne flexion parce que vous savez que le tunnel doit se faire en hyperflexion. Donc bien vous assurer quand même que votre patient peut le faire en préopératoire. Pour ce qui est de la fixation, alors globalement tout peut se discuter. Voilà en tout cas moi les options que je prends. Pour le fémur, plutôt une fixation corticale plutôt qu'une vis d'interférence, parce qu'on est quand même chez des personnes qui sont plus âgées que des patients
de 30 ans, avec des densités osseuses qui permettent parfois des moins bonnes fixations intraspongieuses. Donc d'avoir une fixation corticale, ça a tout son sens. Et puis ça vous évite de mettre quand même des greffes des vis sur la greffe à cet endroit-là et de l'abîmer. Et puis vous verrez dans la vidéo que je vous montre juste après, ça permet de la retendre à certains moments de la chirurgie. Pour ce qui est du tibia, globalement, de garder l'insertion des ischio-jambiers, ça paraît assez naturel parce que vous avez déjà une fixation native, et le fait d'avoir une deuxième fixation, ça a aussi son intérêt pour pouvoir retendre la greffe à la fin de l'intervention si elle s'est détendue. Alors, sur la séquence, globalement, on peut se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Est-ce qu'il faut que je fasse mon croisé, puis la prothèse, ou l'inverse? J'aurais tendance à dire que désormais, on essaye quand même de poser les prothèses pour que on ait un respect des équilibrages ligamentaires. Donc, il est plus logique d'aller faire le ligament croisé en première intention, puis de faire la prothèse unicompartimentale. Alors, au bloc opératoire, voilà les étapes. Donc là, sur une greffe aux ischio-jambiers pédiculés, on prend que le semi-tendineux qu'on vient replier sur lui-même pour avoir un diamètre estimé de la greffe, là 8-9 mm. Puis on va pouvoir faire l'arthroscopie. Alors moi je fais l'arthroscopie avant l'arthrotomie pour éviter toutes les effusions d'eau. Et vous voyez, on vient constater l'arthrose fémoro-tibiale médiale et puis l'absence de ligaments croisés. Alors la chose importante, on n'y pense pas forcément au début, quand vous allez faire votre portal antéromédial, bien le faire dans l'axe de votre cicatrice des ischio-jambiers pour pouvoir agrandir la cicatrice finalement après, que ça soit naturel. Ensuite, là, vous voyez une visée in-out, donc en hyperflexion avec la logette fémorale, puis une mèche de 4 mm pour faire passer l'endobouton, une visée classique tibiale dans le footprint du LCA, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis, on vient vérifier les tunnels. Alors, quand on fait des greffes pédiculées avec des endoboutons, il faut avoir la longueur. Donc, on utilise des petits artifices avec ces petits tubes en plastique, comme ça avait été décrit par Bertrand Sonnery-Cotet initialement. Et on vient mesurer la longueur exacte de la greffe entre l'insertion des ischios et la fin du tunnel fémoral. Et puis, on vient préparer notre greffe en DT3 ou DT4 en fonction de la longueur. On vient monter la greffe, on fait flipper le bouton, qu'on peut faire en mettant le scope en antéromédial. Et puis, là, vous voyez, on fait monter la greffe tranquillement grâce au système d'endobouton. À ce stade-là, on ne met pas de vis d'interférence, on laisse vraiment la greffe comme ça. Puis là, on passe à la procédure. Alors moi, je fais avec un robot, mais on peut le faire sans robot, Guillaume nous le montrera tout à l'heure. Donc là, toute la première partie, on vient positionner les implants pour avoir le varus et finalement corriger que le degré d'usure du varus pour revenir sur un varus à peu près constitutionnel du patient. On peut regarder, vous voyez, le tracking des implants entre eux pour s'assurer que le fémur est bien au-dessus du tibia. Et puis là, l'étape importante qu'on peut faire avec le robot, vous voyez, on peut reprendre la sonde et on vient positionner sur votre tunnel du LCA. Et du coup, vous allez pouvoir ajuster parfaitement le positionnement de votre tibia. Et puis vous commencez par le tibia, puis une fois que votre tibia est bien positionné, vous pouvez aller jouer sur le fémur pour aller le remettre bien en face de votre tibia. Puis après, il n'y a plus qu'à réaliser le geste de section et de coupe pour mettre votre implant. Vous impactez vos implants définitifs. Alors bien évidemment, vous pouvez faire des essais avant. Et puis là, vous pouvez retendre la greffe une deuxième fois. Vous voyez, parce qu'en fait, vous avez toujours, dans ces phénomènes où on a bougé le genou dans tous les sens, des distensions. Et puis, vous pouvez mettre la vis d'interférence. Alors, la petite astuce, c'est de bien garder les fils tracteurs distaux. Comme ça, vous pouvez tirer dessus et remettre une belle tension en extension en mettant votre vis d'interférence. Ensuite, pour les types d'implants, alors globalement, essayez de chercher des choses dans la littérature. Il n'y a rien entre fixe ou mobile. J'aurais plutôt tendance à dire que fixe, c'est plus simple. Il y a quand même moins de gags. Et puis, ça évite cette grosse ailette métallique qui est à la face latérale de l'implant qui peut faire parfois des conflits avec le ligament croisé antérieur. Pour ce qui est de la pente tibiale, Nicolas Pujol nous en a parlé tout à l'heure, il faut bien évidemment respecter la pente tibiale du patient, c'est un resurfaçage, mais bien évidemment il faut quand même rester dans des limites qui permettent de protéger votre greffe avec une target entre 3 et 7 degrés. Pour ce qui est du robot versus conventionnel, alors globalement les deux options sont faisables, il n'y a pas de supériorité de l'une ou l'autre. D'un point de vue personnel, le robot a tout son intérêt parce que ça va vous permettre de planifier le positionnement de vos implants tibiaux et d'éviter le risque de collision qui est le risque majeur dans cette chirurgie. Et puis le deuxième risque qu'il va falloir éviter, c'est ce mal-tracking et d'avoir un implant fémoral qui est bien au-dessus de votre implant tibial tout au long du cycle de flexion.
En tout cas, c'est des procédures qui peuvent paraître compliquées, mais si vous maîtrisez bien l'une et l'autre, il ne faut pas hésiter parce que c'est finalement des procédures qui donnent de très bons résultats. Je vous remercie pour votre attention.